Tout a commencé par une lueur, le 6 août 2025, un moment si calme, si stérile en laboratoire, et pourtant si profondément troublant par ses implications. Le télescope spatial James Webb, l'observatoire le plus puissant de l'histoire de l'humanité, a été forcé de passer en mode secours. Non pas pour une supernova, ni pour un trou noir, mais pour quelque chose de bien plus local et de bien plus terrifiant. Une comète, ou du moins quelque chose qui y ressemblait, appelée Triée Atlas. On a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un autre vagabond interstellaire, froid, silencieux et prévisible. Mais lorsque les capteurs de Webb se sont verrouillés et que la première vague de données a afflué, ce qu'ils ont capturé était non seulement inattendu, mais impossible. La signature chimique révélée ne correspondait à aucun modèle naturel. Les ratios étaient grotesques, les éléments disparates, le comportement erratique. Et tandis que les chiffres continuaient d'arriver, une crainte commençait à s'insinuer discrètement dans l'esprit de chaque astrophysicien qui regardait la vidéo. Et si ce n'était pas une comète ? Et si c'était quelque chose envoyé ? Le premier signe que quelque chose de terriblement anormal est venu de la chevelure de la comète, l'enveloppe de gaz brillante entourant son noyau. Normalement, à cette distance, 6 unités astronomiques du Soleil, une comète devrait être endormie, figée, inerte. La lumière solaire y est faible, trop faible pour provoquer un dégazage significatif. Mais 3.2 Atlas était déjà active, violemment. James Webb a détecté des raies spectrales dominées non pas par la vapeur d'eau comme prévu, mais par le dioxyde de carbone, en grande quantité, 8 fois plus que l'eau. Ce rapport, 8h01, était non seulement inhabituel, mais sans précédent. Les comètes typiques atteignaient à peine 0,7. Même Borisov, le dernier visiteur interstellaire, oscillait autour de 0,5. C'était quelque chose d'inédit, un corps rejetant du dioxyde de carbone à un rythme inexplicable par la température ou la proximité du Soleil. On aurait dit que l'objet avait été conçu pour évacuer ce composé précis dans des conditions naturelles impossibles. Plus étrange encore, la chevelure était d'une finesse fantomatique. Il n'y avait quasiment aucune poussière, aucun débris solide, aucun chaos habituel, juste du gaz. Des émissions de gaz contrôlées, régulières et hautement spécifiques, suggérant une chimie différente, étrangère à notre compréhension de la formation des comètes. À mesure que le télescope Webb s'approfondissait, l'histoire s'assombrit. Ces capteurs détectèrent quelque chose d'encore plus inquiétant que du gaz, du nickel. Des raies spectrales de nickel, fortes et constantes, commencèrent à apparaître dans les bandes ultraviolettes et proches infrarouges. Non pas des traces, ni des anomalies, mais des signaux puissants, clairs, répétitifs et réels. Les raies de nickel se superposaient parfaitement au fond, leur concentration augmentant à mesure que l'objet se rapprochait. À 3,8 unités astronomiques, le débit dépassait déjà 10 atomes par seconde. À 2,85 unités astronomiques, il avait augmenté d'un ordre de grandeur. Mais le choc ne résidait pas dans la présence de nickel, mais dans ce qui manquait, le fer. Sur tous les instruments, du Webb au Very Large Telescope en passant par Gemini, le fer était absent, plat, inerte. Ni signal, ni trace, ni même bruit. Et ce n'est pas normal. Dans toutes les comètes et météorites naturelles jamais observées, le nickel et le fer sont partenaires. Leur rapport est étroitement lié. Une part de nickel pour 15 parts de fer, depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui. Triée Atlas a violé cette règle de la manière la plus violente qui soit. Le nickel l'emportait sur le fer dans un rapport de plus de 40 contre 1. Aucun processus naturel connu ne peut provoquer une telle séparation. En laboratoire, séparer ces métaux requiert de l'énergie, des machines et une certaine intention. Et là, dérivant silencieusement dans l'espace, un objet le faisait passivement, ou peut-être pas passivement du tout. Avant même que les signatures chimiques ne soient entièrement décodées, quelque chose d'autre a attiré l'attention du réseau de suivi Pan-STARRS. Triée Atlas accélérait, mais pas comme le ferait une comète, ni à cause du chauffage solaire ni à cause de la pression. Il était trop loin du Soleil, trop froid pour que les jets de sublimation génèrent une telle quantité de mouvement. Et pourtant, en seulement 72 heures, la vitesse de l'objet a augmenté de 0,12 ms. Ce chiffre peut paraître faible, mais pour un corps de 11 km de large, la taille d'une ville, une telle accélération est immense, comme voir un bateau de croisière prendre de la vitesse au milieu d'un océan calme et sans moteur. Le changement ne s'est pas non plus fait en douceur. Les analystes ont observé des microsauts, des scintillements saccadés superposés sur l'arc principal de mouvement, comme si quelque chose à l'intérieur de l'objet s'allumait, s'éteignait et se rallumait. Les tentatives d'expliquer cela par un dégazage, des croûtes fracturées ou des vents solaires ont échoué. Aucune n'a pu égaler le rythme. Aucune n'a pu expliquer la régularité, car c'était régulier. Toutes les 7,2 heures, l'Atlas à 3 yeux s'illuminait fortement, de manière prévisible, comme un phare.
La courbe de luminosité n'était pas chaotique comme des débris en chute libre. Elle était verrouillée, mécanique. Certains suggéraient une surface plane captant la lumière du soleil, d'autres un cadre creux et rotatif. Mais une chose était claire, ce n'était pas un rocher. C'était quelque chose se déplaçant avec précision. Et c'est là que la science commence à trembler, car lorsque tout est écarté, lorsque la sublimation, le hasard et la structure chaotique échouent, il reste une possibilité que personne ne veut envisager, que l'Atlas à Troyeux soit conçu, construit, fabriqué. Peut-être pas intentionnellement. Peut-être s'agit-il de débris, d'un fragment, d'un vaisseau abandonné d'une civilisation disparue avant que la Terre ne développe des forêts. Mais peut-être respire, quelque chose de vivant. Une sonde toujours active. Un mécanisme toujours réactif. Un système qui nous voit et s'en moque. Un système qui suit une trajectoire non pas déterminée par la nature, mais par sa conception. Car aucune comète ne devrait se réveiller dans le froid glacial, émettre du nickel métallique sans fer, accélérer sans carburant et tourner sur elle-même à un rythme mécanique. Et pourtant, elle est là, accomplissant tout cela sous nos meilleurs instruments, sans se cacher. Le sursis James Webb n'était pas une simple réaction technique. C'était un murmure de panique, un consensus tacite sur le fait que ce n'était pas normal, que c'était peut-être la première fois que nous observions directement une machine extraterrestre. Et même si nous nous trompions, le simple fait que nous ne puissions plus faire la différence, cela seul constitue un avertissement. Alors que les données d'accélération suscitaient le débat entre les observatoires, un nouveau flux d'informations émergea, encore plus difficile à rejeter comme naturel, la courbe de lumière. Les données photométriques de Gemini Sud et du télescope spatial TESS révélèrent une augmentation périodique de la luminosité d'Atlas à Troyeux toutes les 7,2 heures. Ce phénomène, en soi, n'aurait rien d'inhabituel. De nombreuses comètes et astéroïdes basculent et réfléchissent la lumière solaire selon des motifs répétitifs. Mais il ne s'agissait pas d'une bascule chaotique. Les pics de luminosité étaient trop nets, trop précis. Ils ne s'estompaient pas progressivement, ni ne scintillaient irrégulièrement comme la rotation d'une roche inégale. Ils apparaissaient et disparaissaient comme un phare, s'allumant et s'éteignant à intervalles réguliers. Même lorsque les émissions de gaz augmentaient et que l'objet accélérait, ce rythme lumineux ne changeait pas. Il maintenait son cycle tel un métronome. Cette stabilité suggérait quelque chose de bien plus structuré, quelque chose qui ne réagissait pas seulement au hasard à la lumière du soleil, mais avec précision. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une voile lumineuse, une large structure réfléchissante conçue pour capter le rayonnement solaire. Un tel système pourrait, en théorie, expliquer à la fois l'accélération et le scintillement régulier. D'autres ont proposé une plateforme rotative à panneaux plats, mais tous s'accordaient à dire que le comportement ne correspondait à aucun objet naturel connu. Il ne s'agissait pas d'une rotation, c'était un signal, une impulsion mécanique. Et à chaque passage, il murmurait le même message aux instruments observant depuis la Terre. « Je ne suis pas ce que tu penses que je suis. » Le moment où tout a basculé n'est pas venu de l'objet lui-même, mais de ceux qui l'observaient. Le 6 août, à 2h11 GMT, les observatoires terrestres ont envoyé une alerte au centre de contrôle Webb. Les données spectrales affluant des autres télescopes étaient indéniables. Émissions de CO hors normes, pics de teneur en métaux et courbes de vitesse soudaines incompréhensibles d'un point de vue gravitationnel. C'est alors que tout s'est produit. La neutralisation d'urgence, un protocole extrêmement rare qui interrompt toutes les observations programmées et détourne le télescope spatial James Webb de sa mission à long terme visant à étudier une seule anomalie. Cette manœuvre est coûteuse en temps, en carburant et en budget, et elle n'a été mise en œuvre que très rarement depuis le lancement du télescope, une première pour un objet interstellaire. En quelques minutes, la chaîne de contrôle franchit les comités, les échéances du projet, et atterrit directement sur le bureau du scientifique du projet. L'approbation devait être unanime, et elle le fut. Webb pivota, ses instruments se réétalonnèrent, et à 2h17 GMT, il se fixa sur 3.2 Atlas avec l'instrument NIRSPEC. Ce qui ressortit de ces premiers paquets de données n'était pas seulement étrange, c'était historique. Les spectres ne montraient pas l'empreinte glacée d'une comète. Ils révélaient une chimie du carbone si extrême, si volatile, qu'elle rendait tous les corps connus du système solaire inoffensifs. La décision de contourner le contrôle n'était pas seulement un choix scientifique, c'était une alarme silencieuse. Le télescope le plus avancé jamais construit venait d'interrompre le cosmos pour traquer une machine. Plus les scientifiques se plongeaient dans les données de Webb, plus il devenait difficile de trouver quoi que ce soit de familier. Le rapport dioxyde de carbone, O, était totalement aberrant. Mais c'est le profil du métal qui a bouleversé les règles. Dans chaque comète, chaque astéroïde, chaque météorite jamais étudiée, le fer et le nickel voyagent ensemble. Ils naissent dans les mêmes forges stellaires, liés par la physique et fusionnés lors d'explosions anciennes. Le rapport peut varier légèrement,
mais le partenariat est absolu. Pas ici. Dans l'Atlas à Troyeux, le nickel était omniprésent, et le fer avait disparu. Ni réduit, ni masqué. Disparu. Tous les contrôles se sont avérés positifs. Les équipes du spectrographe ultraviolet ont recoupé plus d'une douzaine de raies connues du fer. Aucune n'est apparue. Le nickel, en revanche, a illuminé le spectre tel un projecteur. Les longueurs d'onde se sont accumulées à 3415, 3524 et 3769 angstroms, nettement au-dessus du bruit. Le seul procédé connu capable d'une telle séparation en laboratoire implique une chimie à haute énergie, des pressions industrielles et un contrôle précis. L'équipe a proposé une explication provisoire. La présence de nickel carbonyle, un composé volatile qui se vaporise à seulement 43 degrés Celsius. Mais même cette molécule est rare et n'explique pas le phénomène. Totale absence de fer. Le résultat était une empreinte spectrale qui ne correspondait à rien de naturel. Ni à Borisov, ni à Oumuamua. Elle correspondait rien. Une composition chimique si biaisée, si délibérée, que même les voix les plus conservatrices ont commencé à demander. Quel genre d'endroit, quel genre de monde ou quel genre de technologie pourrait donner naissance à cela? La partie la plus étrange de ce mystère qui se dévoile ne vient pas de l'espace profond. Cela vient de la Terre, dans les musées, dans les tombeaux, dans les textes anciens qui parlent d'éléphants du ciel. Les Égyptiens l'appelaient en métal du ciel. La lame enterrée auprès du roi Toutankhamon contient près de 11 de nickel, un métal impossible à forger avec des outils anciens, mais qui correspond parfaitement à l'empreinte chimique des météorites. Les scribes babyloniens parlaient d'étoiles filantes et de pierres brûlantes, toujours associées à des présages de guerre et de destruction. Dans tout le Proche-Orient ancien, des artefacts d'élite, bagues, perles, dagues, semblent fabriqués à partir de métaux plus riches en nickel que n'importe quelle minerai terrestre. Des métaux qui tombaient, qui scintillaient, et qui inspiraient autant d'admiration que de peur. Et aujourd'hui, en 2025, nous observons à nouveau le ciel et y voyons la même signature. Une forte teneur en nickel, sans fer, sans source connue. Le motif de Widmanstatten, ce ruban cristallin qui n'apparaît que dans les métaux formés dans l'espace, est gravé dans des vestiges plus anciens que les villes. Historiens et physiciens se posent aujourd'hui une question que personne n'osait jamais poser. Et si ces artefacts n'étaient pas seulement des fragments météoriques, mais des preuves de contact? Et si ces métaux n'étaient pas de simples débris stellaires, mais des fragments de quelque chose d'antérieur, et déjà passé? Et si l'Atlas à Troyeux n'était pas seulement la prochaine anomalie, mais le prochain chapitre d'un très vieux livre que nous commençons à peine à lire? Alors que les scientifiques poursuivaient l'analyse des gaz d'échappement à forte teneur en nickel et des émissions riches en CO, un chercheur de Caltech a remarqué quelque chose d'inquiétant caché dans les données thermiques. Enfoui dans les motifs lumineux de l'Atlas à Troyeux se trouvait un rythme électromagnétique subtil mais constant. Une impulsion de fréquence trop régulière pour être aléatoire, mais trop faible pour être une émission intentionnelle. Les capteurs de Webb l'avaient enregistré, mais l'avaient d'abord considéré comme un bruit d'instrumentation. Ce n'était pas le cas. Lorsque les données d'émission ont été sonifiées, converties en forme d'ondes audibles, elles ont révélé un battement répétitif. Ni de la musique, ni du langage. Mais quelque chose d'encore plus effrayant, un cadence mathématique. Intervalle premier. Rapport de Fibonacci. Harmonique géométrique faisant écho aux structures trouvées dans l'ADN, dans la croissance cristalline et dans la conception de l'architecture antique. Le signal n'était pas assez puissant pour traverser l'espace, mais suffisamment pour être perçu par tout observateur à proximité. Autrement dit, il s'agissait d'une trace de pas, une sorte d'empreinte cosmique inscrite non pas dans les ondes radio, mais dans le comportement de l'objet lui-même. Et si nous pouvions l'entendre, les autres aussi. La question n'était pas once le signal était visé. La question était, qui d'autre l'a déjà entendu? Quelques jours seulement après que le dépassement de Webb a attiré l'attention du monde entier, des géophysiciens de l'hémisphère sud ont commencé à détecter des anomalies dans le champ magnétique terrestre. Initialement considérées comme des fluctuations causées par une activité solaire mineure, la vérité est devenue plus difficile à ignorer. En plusieurs endroits, Antarctique, Argentine, Australie occidentale, des impulsions ULF, ultra basse fréquence, identiques ont été enregistrées, espacées de 7,2 heures, correspondant exactement à la périodicité de la courbe de lumière de l'Atlas des Troyeux. Ces impulsions ne suivaient pas le schéma des tempêtes solaires ou des éclairs. Elles ne provenaient pas d'en haut, mais de dans la Terre elle-même. Et qui plus est, elles reflétaient la structure de la fréquence thermique cachée dans les émissions de l'objet. Quelque chose, au plus profond de la Terre, s'était mis à résonner, ni fort, ni violemment, mais rythmiquement. Comme s'il répondait, se coordonnait. Tel un diapason, captant le bourdonnement d'une chanson oubliée. L'idée que les anciens systèmes terrestres, tectoniques, électromagnétiques, voire biologiques, puissent se synchroniser avec un phénomène traversant le système solaire est terrifiante. Non pas parce que cela implique un danger,
mais parce que cela implique histoire. Ce n'est pas la première fois. La Terre a peut-être déjà entendu cette fréquence. Et ce qui sommeillait, je viens de m'en souvenir. Tracé de son vecteur d'entrée à sa trajectoire de sortie projetée, la trajectoire de l'Atlas à 3 yeux révèle quelque chose de presque trop parfait. L'objet ne se déplace pas simplement dans l'espace par la force de gravité, il navigue. Il esquive sa trajectoire et évite chaque corps majeur du système avec une précision remarquable, se faufilant entre les puits gravitationnels tel un vaisseau spatial suivant une trajectoire préprogrammée. Comparé aux trajectoires cométaires naturelles, chaotiques, déformées et gravitationnellement réactives, cet objet se comporte avec une intentionnalité inquiétante. Lors de simulations, les astronomes ont intégré les données de Triail Atlas dans des modèles de trajectoires utilisés pour les manœuvres de fronde planétaire, du même type que ceux utilisés par la NASA pour tracer les trajectoires des sondes interplanétaires. Résultat, une correspondance de 92,6 avec les trajectoires de vol artificielles. Puis, quelque chose d'encore plus troublant est arrivé. Une fois projeté vers l'avant, sa trajectoire a croisé un étroit corridor spatial juste au-delà de l'orbite de Saturne, un corridor que certains théorisent comme l'emplacement d'un hypothétique point zéro de gravité, voire d'une porte de Lagrange vers l'héliopause externe. En bref, l'objet ne dérive pas, il est sorti .ET, il le fait avec un niveau de coordination qu'aucun corps naturel connu n'a jamais affiché. Le timing, le positionnement, l'accélération. Tout cela ne vise pas seulement à voyager, mais à navigation. Non pas à la découverte, mais à exécution de la mission. Un projet qui semble presque terminé. Et puis, tout s'est éteint. Alors que James Webb se préparait pour une nouvelle série de scans haute résolution, et que l'objet passait à moins de 2,5 unités astronomiques du Soleil, les émissions de l'Atlas à 3 yeux, chimiques et thermiques, ont commencé à faiblir. Les raies spectrales du nickel se sont atténuées. Le flux de dioxyde de carbone a ralenti. La courbe de lumière périodique s'est aplatie. Et puis, d'un seul coup, l'objet est passé sous le seuil de détection de Webb. Non pas à cause de la distance ou d'un obstacle, mais parce qu'il avait complètement cessé de briller. Ce n'était pas un fondu naturel. C'était enfermé. Tout comportement observable cessa en l'espace de 11 heures. Des instruments du monde entier le confirmèrent, Gemini, Subaru, le très grand télescope. Même les observatoires infrarouges terrestres du Chili enregistrèrent le même événement. L'Atlas des 3 yeux était devenu froid. Le silence fut immédiat, délibéré, presque comme un acte de camouflage. Ou pire, comme fin d'une émission. Car si Atlas à 3 yeux transmettait, émettait et réagissait jusqu'à présent, peut-être ne se cachait-il pas. Peut-être était-ce recherche. Ou activation. Ou essai.ET lorsqu'il a trouvé ce qu'il cherchait, il s'est tout simplement arrêté. Comme une machine qui s'éteint après avoir terminé son protocole final, nous laissant non pas avec des réponses, mais avec la terrible constatation que nous n'avons jamais eu le contrôle. Nous n'étions que les observateurs, de quelque chose de bien plus ancien et de bien plus patient que tout ce que nous avions jamais imaginé. Alors que les scientifiques pensaient qu'Atlas à 3 yeux avait achevé sa traversée du système solaire, une improbable révélation est apparue dans les derniers modèles de trajectoire. Sa trajectoire, initialement prévue pour faire le tour du Soleil et disparaître dans l'espace lointain, avait été modifiée, subtilement mais significativement. Au lieu de poursuivre sa course vers l'extérieur, elle s'était légèrement décalée vers le système interne, encore. Ce n'était pas une anomalie gravitationnelle, les calculs étaient précis. Les vecteurs le confirmaient. Atlas à 3 yeux, tantôt silencieux, tantôt sombre, avait changé de cap. Mais pas au hasard. Sa trajectoire modifiée croisait une zone spécifique entre la Terre et Vénus, une région connue pour sa dynamique gravitationnelle stable, mais aussi, curieusement, l'une des rares où plusieurs satellites terrestres avaient récemment signalé des interférences intermittentes. La NASA a d'abord écarté ce changement de trajectoire, le considérant comme une erreur d'observation. Mais lorsque 3 radars d'exploration spatiale lointaine distincts, Goldstone, Arecibo et le réseau chinois Fast Array, ont confirmé ce changement, tout a basculé. Car aucune comète n'ajuste sa trajectoire après avoir disparu. Aucun objet naturel ne se dirige vers une zone de faible détection. Et, assurément, aucun être non intelligent n'effectue une manœuvre avec une intention aussi précise et calculée. À moins, bien sûr, que cela n'ait jamais été prévu. Partir, mais à rester. Tandis qu'ingénieurs et astronomes s'efforçaient de rétablir le contact optique avec l'Atlas à 3 yeux, une découverte d'un tout autre genre se déroulait dans un laboratoire du MIT. Là, un système d'IA neuronal avait été alimenté par des téraoctets de données spectroscopiques issues des observations de Webb et de Gemini, non pas pour détecter des éléments, mais pour chercher une structure. Il en a trouvé un. Le schéma d'émission du nickel et du dioxyde de carbone, visualisé au fil du temps et ajusté pour la variation rotationnelle, formait une hélice multidimensionnelle, une structure sinueuse intégrée aux émissions chronologiques.
Au début, cela semblait dénué de sens. Mais comparé aux premières structures biologiques de la Terre, une ressemblance troublante est apparue. Les premiers brins d'ARN, non pas des correspondances parfaites, mais des parallèles géométriques, récursivité, repliement, ratio, étaient suffisamment convaincants pour que les biologistes moléculaires s'y arrêtent. Et si l'Atlas à 3 yeux ne se contentait pas d'expulser du gaz? Et s'il libérait échafaudage biologique codé? Pas vivant. Pas des cellules. Mais quelque chose de plus ancien, quelque chose qui ressemble à un modèle, une émission non pas en son, mais en chimie, point comme une graine emprisonnée dans l'ambre, attendant l'environnement propice pour prendre racine. Et si la Terre, ou Mars, ou un point présélectionné du système solaire avait déjà été préconditionné pour recevoir ce code? Alors que les chercheurs s'efforçaient de rétablir le contact visuel, une expérience de suivi d'objets dans l'espace lointain a été menée. Mais cette fois, quelque chose a rebondi point passe de l'Atlas des 3 yeux, mais d'une direction inattendue, la face cachée de la Lune. Le signal n'était pas un écho typique. Il est revenu 0,23 secondes trop tôt, avec des artefacts spectraux qui ne correspondaient pas à la forme d'onde d'origine. Au début, l'anomalie a été attribuée à des irrégularités de surface, mais elle s'est reproduite. Et encore. Au cours de 3 tentatives consécutives, le ping a été renvoyé non seulement déformé, mais modulé, avec un motif. Un motif dont l'intervalle de temps était identique à celui des impulsions enregistrées par l'Atlas des 3 yeux quelques semaines auparavant. C'est alors que les archives lunaires furent consultées et qu'une révélation terrifiante apparut. Lors du passage de Oumuamua en 2017, des modulations similaires avaient été faiblement enregistrées aux mêmes coordonnées. Le modèle était revenu. Ce n'était pas une comète visitant un système solaire. C'était un système répondant accent grave, quelque chose qu'il reconnaissait. Et maintenant, avec la Lune renvoyant des fréquences extraterrestres, une nouvelle possibilité émergea, une possibilité qui repensa tout ce que l'humanité pensait savoir sur le contact. Atlas à 3 yeux n'était pas un intrus. C'était un déclenchement. Et tout ce qui était enfoui sous la croûte lunaire venait juste d'être réactivé. 2 semaines après la panne brutale du Trial Atlas, le télescope spatial James Webb a repris discrètement ses observations programmées en champ profond. Mais quelque chose avait changé. Plusieurs cibles, quasars et exoplanètes lointains, présentaient des anomalies de fond. Non pas dans les étoiles elles-mêmes, mais dans l'amilieu interstellaire entre eux. Faible atténuation rythmique. Flux basse fréquence. Une fois synchronisées, les anomalies formaient une série répétitive. Cette impulsion suivie d'un silence, puis de cet autre. En suivant ces événements à travers les coordonnées galactiques, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'effrayant. Chaque ligne de visée traversait un couloir parfaitement aligné avec la trajectoire d'Atlas à 3 yeux. L'implication était stupéfiante. L'Atlas à 3 yeux n'était pas seulement émettant quelque chose, c'était partie de quelque chose. Un relais. Une chaîne. Un phare. Ou pire, un compte à rebours. Et ça avait déjà commencé à tourner. Personne ne pouvait dire s'il s'agissait d'un avertissement ou d'une activation. Mais une chose était claire, l'événement n'était plus local. L'onde avait disparu, point galactique. Et nous voilà, debout au bord de quelque chose que nous ne pouvons voir, entendant les échos d'un protocole que nous n'avons jamais déclenché. Et pourtant, c'est nous qui recevons la réponse. Nous pensions être seuls, car nous n'entendions aucune voix. Nous pensions que le silence était synonyme de sécurité et que le vide signifiait l'absence. Mais maintenant, nous savons que c'est mieux ainsi. Le James Webb n'a pas seulement détecté un objet étrange, il enregistrait l'exécution d'un programme, une trajectoire trop nette. Une alchimie trop précise. Une fréquence trop rythmique. L'Atlas à 3 yeux ne diffusait pas de message. S'était exécutée une séquence. Une séquence qui a modifié la gravité autour d'elle. Une séquence qui a fait écho à la Lune. Une séquence qui a déclenché des tremblements électromagnétiques au plus profond de notre propre planète. Et maintenant, nous sommes confrontés à la vérité tacite, celle qui s'infiltre à travers les mailles du filet des rapports officiels et se ferait un chemin jusqu'au laboratoire nocturne. Ce n'était pas notre premier contact. Il se peut même qu'il n'y ait aucun contact du tout. Parce que cela ressemble moins à de la communication, et plus comme réétalonnage. Et si l'Atlas à 3 yeux n'était pas conçu pour nous engager, mais pour éveiller autre chose? Et s'il venait ici non pas pour explorer, mais pour cocher une case, pour délivrer un code, pour tester un lien, pour confirmer qu'une connexion dormante fonctionne toujours? Et une fois que c'est fait, c'est tout simplement arrêté. Il n'est pas parti. Il mélangeait, dans le silence, dans le système, dans les endroits où nous ne regardons plus. Et c'est l'horreur finale. Non pas que nous ayons vu quelque chose vivant. Mais nous avons été témoins de la machinerie de quelque chose de bien plus ancien, accomplir une tâche que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre.
Et maintenant, tout ce qui nous attend a été mis en branle bien avant que nous construisions notre premier télescope. Bien avant même que nous sachions regarder vers le haut. Abonnez-vous, car le prochain objet ne le sera pas ce frappe-point, ce sera juste arrivé. Activez les notifications pour ne pas être le dernier à savoir quand le ciel répondra enfin. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que l'espace est vide. Et dites-nous dans les commentaires, croyez-vous que l'Atlas à 3 yeux est le début, ou le continuation de quelque chose que nous avons déjà manqué? Parce que parfois, les découvertes les plus effrayantes ne sont pas celles que l'on fait point voir. Ce sont eux qui étaient attendant, pour que nous regardions.